Quand tu me blesses, tu te fais du mal à toi-même. Quand tu me détestes, au fond c'est toi que tu peines. Quand tu me blesses, ouais, tu te détestes et toutes mes envies et mes joies deviennent les tiennes. On se promet un amour sans échymose. On se promet pour de bon la vie en rose. Toutes tes promesses, ouais, quand t'en dis trop. Mais tes blessures m'envoient au fond de l'eau. Moi j'ai envie d'un amour sans échymose. Quelque chose qui fait du bien quand on y pense. Dans mon regard mettre le monde en pause. Dans mon regard aimer demain si j'ose. Moi je voudrais plus la lune sans le soleil. Que je renaisse, que je renaisse. Tu sais moi quand j'aime, ouais j'en dis trop. Tu sais moi quand je t'aime c'est toujours trop. Je t'en dis trop. Je me donne trop. Pourquoi je suis pas partie déjà? Moi j'avais peur de rien tu sais. Avant de me dire que tout ça c'est terminé. Et c'est arrivé comme ça. Soudain j'ai eu peur de toi. Demain si je me relève pas. J'ai voulu guérir à travers toi. Chaque fois c'était la dernière fois. Mais t'es malade, je le sais. J'aurais dû partir cette fois-là. Moi j'ai envie d'un amour sans échymose. Quelque chose qui fait du bien quand on y pense. Dans mon regard mettre le monde en pause. Dans mon regard aimer demain si j'ose. Moi je voudrais plus la lune sans le soleil. Que je renaisse, que je renaisse. Tu sais moi quand j'aime, ouais j'en dis trop. Tu sais moi quand je t'aime c'est toujours trop. Je t'en dis trop. Je me donne trop. Pourquoi je suis pas partie déjà? Si. Merci. Marine Neuvaine, Amour sans échymose. Et la sortie officielle, j'ai compris que c'était le 24 octobre. On peut vraiment l'applaudir encore une fois. Merci pour ce beau moment d'émotion et bienvenue à l'Assemblée nationale. Je vous accueille ici avec plaisir, avec bien sûr toutes les équipes de l'Assemblée, mon équipe et également Sandrine Lebossé qui en fait a tout simplement eu l'audace d'organiser cet événement. Je vais maintenant demander à Sandrine de me rejoindre. Et je te laisse, Sandrine, présenter cette soirée. Merci encore. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. C'est une grande émotion de vous accueillir ici à l'Assemblée nationale, un lieu hautement symbolique, la Maison du Peuple qui défend nos libertés et nos droits surtout. Donc merci beaucoup Sandrine de m'avoir permis de pouvoir organiser ce magnifique événement. Excusez-moi, c'est l'émotion, j'en perds un peu. Donc, merci d'avoir rendu possible cette rencontre autour d'un sujet qui est essentiel, les violences faites aux femmes. Je tiens également à remercier aussi, vous doutez bien qu'un événement comme ça ne se fait pas tout seul. Donc, je tiens à remercier toutes les gens qui m'ont aidé, tous mes partenaires. Donc, je fais la petite séance. Donc, il y a Imani, l'association Imani, Tierce, la Symphonie des Mains, Consequali, Ovitae, Soham Academy et Carrière et Transition. Donc merci beaucoup à vous pour votre soutien
C'est vraiment, sans vous, j'aurais jamais pu faire tout ça. Et surtout, merci encore, merci Sandrine de m'avoir fait ce beau cadeau et de nous faire ce beau cadeau à tous. Je t'en prie, je te laisse aller te rasseoir tranquillement. Alors, je suis Sandrine Lebossé, je suis autrice, engagée, et pour vous aussi, c'est une exclusivité ce soir, maîtresse de cérémonie. Mais avant tout, je suis aussi une survivante. J'ai vécu 21 ans de violence conjugale et je peux vous l'affirmer, on ne rentre pas dans ces combats par hasard. On y rentre avec ses blessures, mais aussi, surtout, avec une conviction. La conviction que d'autres personnes ne vivent pas ce qu'on a pu vivre. Et ce soir, nous osons ouvrir les yeux sur une réalité qui dérange, sur des vies brisées, mais aussi sur une force de résilience. Nous osons parler, nous osons écouter, comprendre et surtout agir. J'espère que tous ensemble, on pourra agir parce que chaque action compte. Ça, c'est quelque chose que je martèle souvent. Tel le petit colibri de l'égalité d'Imani, dont je fais partie depuis 2 ans et demi avec la plus grande fierté, on œuvre au quotidien. Et si chacun fait sa part, c'est comme ça qu'on fait un petit peu bouger les lignes. Donc merci à tous et à tous d'être ici ce soir, dans ce lieu de démocratie, pour honorer toutes celles qui se relèvent chaque jour. Alors, merci beaucoup Marine pour ce moment de grande émotion. Des choses qui résonnent malheureusement, ça met les frissons, je ne sais pas vous, hein, mais moi ça m'a mis un peu les poils quand même. Donc merci beaucoup pour ce beau cadeau. On a hâte que le 24 octobre arrive pour pouvoir l'écouter en boucle. C'est important de voir que beaucoup de femmes, alors je vais parler majoritairement des femmes puisqu'on parle des violences faites aux femmes, mais vous inquiétez pas messieurs, vous n'êtes pas mis de côté. D'ailleurs je vois que vous êtes nombreux ce soir et j'en suis ravie. Il peut y avoir des parcours qui sont très difficiles, mais il y a aussi des parcours qui forcent l'admiration, des histoires qui nous rappellent. Alors, je vais vous sortir plein de petites phrases que j'adore, hein, mais c'est une petite citation que j'adore. Même avec des mauvaises cartes, on peut jouer une très belle partie. Et tout semblait très mal parti pour Félicie Chénon. Et pourtant, quelle leçon de résilience et de détermination. Aujourd'hui, ma chère Félicie, je t'en prie, viens avec moi. Aujourd'hui, elle est une femme accomplie, présidente de l'association Imani, référente de l'association Les Papillons et élue dans sa ville. Un exemple inspirant de force, de courage et d'engagement. Merci Félicie d'être là et à toi ma belle. Bien, merci de nous accueillir. Alors je dis nous parce que je fais partie de vous toutes et tous en tant qu'ancienne victime, on va dire ça comme ça, résiliente. Alors c'est pas évident de parler de soi, c'est facile de parler de nos actions, des actions des associations, des actions de son métier d'ailleurs, mais parler de son intimité, de ce qu'on a vécu. C'est un peu compliqué, mais je vais le faire. Donc, excusez-moi d'avance si je suis un peu émue. Alors, comme Sandrine le disait, effectivement, on peut avoir un mauvais démarrage, mais ce n'est pas ce qui nous conditionne. Alors, moi, j'ai été placée en foyer de l'enfance à l'âge de 15 ans. Ma mère m'a mis dehors, tout simplement. J'ai eu... une seule interrogation, c'est où aller. Et en 2 secondes, mon esprit a vrillé et j'ai été chez mon frère qui avait 5 ans de plus que moi, donc 20 ans. Je suis restée 2 mois chez lui, juillet-août, puis le temps passe. Puis à un moment donné, je me dis, il faut quand même aller à l'école. Bon, j'étais en seconde, je passais en première. Donc je lui dis, écoute, tu vas m'inscrire au lycée d'à côté. 93, Drancy, alors que je suis issue de Seine-et-Marne, Meaux.
Et donc, sa copine de l'époque me dit, il faut écrire au juge pour demander des sous, parce que c'est pas gratuit l'école, même si on dit effectivement le contraire. Il faut quand même tâcher des affaires et tout ça. Donc j'écris, confiante et contente de moi, Madame la juge, est-ce que vous pouvez donner de l'argent à mon grand frère pour que j'aille au lycée? Et donc elle me convoque et elle me dit, jeune fille, ça se passe pas comme ça. On ne donne pas de l'argent comme ça. Il faut que je vous écoute, que j'écoute votre histoire. Et ensuite, on décidera. Mais il faut que j'écoute aussi votre maman. Et donc, ça ne se passe pas comme prévu, puisque la juge avait prévu de mettre un éducateur à la maison et que je réintègre le domicile. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ma mère n'a pas voulu. Et le juge m'a placée. Donc, comment vous dire, à 15 ans, vous êtes dans une structure judiciaire, vous n'avez pas demandé l'heure, ni quoi, ni comment, et on vous annonce que quand vous sortez, il y a un monsieur qui vous attend et qui vous emmène au foyer de l'enfance. Bon. Ça a été un petit peu une descente. Pourquoi ? Parce que je comprenais qu'on ne m'aimait pas, qu'on ne voulait pas de moi puisqu'on m'a virée. Du coup, je me suis aussi sabotée. C'est-à-dire que je n'allais pas en cours, je fuguais du foyer, je rentrais quand je voulais, et j'ai tenté de me suicider 2 fois. Et je me suis ratée. Et donc le fait de rater, ça m'a donné un coup de pied aux fesses et de me dire, puisque tu t'es ratée, ma grande, tu vas continuer. Donc je suis retournée en cours, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon BTS, ma licence d'économie-gestion. Donc aujourd'hui, je suis responsable comptable. Je suis élue effectivement dans ma ville. Je suis présidente de l'association Imani qui lutte contre les violences faites aux femmes. Je suis référente des Papillons qui luttent contre les violences faites aux enfants. Parce que mon parcours a fait qu'effectivement, je me suis dit qu'il fallait que j'aide aussi les jeunes enfants, les ados et les jeunes femmes. Et je suis maman de 3 enfants et grand-mère. Donc pour vous dire que même avec un démarrage un peu bof, je suis devant vous. J'aurais pas dit que je serais devant vous en train de vous parler de cette histoire qui m'émeut aussi un peu. Mais je suis à l'Assemblée nationale devant vous. Je vous parle et je vous dis que tout est possible et que c'est pas parce qu'on a démarré en quoi qu'on ne peut pas être une belle personne et accomplir des choses pour les autres. Voilà. Merci beaucoup. Et j'insiste bien, moi, pour connaître Félicie depuis 2 ans et demi, quand j'ai rejoint l'association Imani. Elle fait énormément de choses. Et voilà, donc on peut aussi transcender tout ce qu'on a vécu, ces traumas, pour en faire quelque chose de positif. C'est pas simple, mais c'est possible. Et d'ailleurs, c'est ce que fait aussi mon deuxième intervenant. Donc ça va être un homme qui, justement, et d'ailleurs, vous savez, la lutte contre les violences faites aux femmes, ce n'est pas juste une question de femmes. Ce n'est pas les femmes contre les hommes, c'est les femmes et les hommes contre la violence. Donc, et d'ailleurs, je vois que dans la salle, vous pouvez lever les mains, messieurs, qu'on voit un petit peu, aux doigts mouillés. Il y en a un peu plus, parce que souvent, il n'y a pas toujours énormément d'hommes sur ces sujets, donc c'est bien parce que c'est un problème sociétal, ce n'est pas un problème de femmes géré par des femmes, c'est un problème de société. Et on a besoin justement, messieurs, de votre engagement, que vous soyez des rôles modèles pour les petits garçons, pour apprendre à se construire, à apprendre à respecter les femmes, à bien grandir. Donc, je disais qu'il y a des hommes qui se servent aussi de leurs histoires pour en faire quelque chose. Ça va être un petit peu le leitmotiv de cette soirée, des gens qui ont été abîmés, qui ont vécu des choses difficiles, voire des choses extrêmement difficiles, et qui en ont fait quelque chose de grand. Et surtout qu'ils le mettent au service de tout le monde. Et ça, je trouve ça magnifique. Donc rien que pour ça, vous pouvez tous les applaudir. Alors, je vous parle de David Pellico, fils de Dominique Pellico. Il a choisi de transformer un fardeau en force, un silence en action. Aujourd'hui, il s'engage pour briser les tabous et surtout pour soutenir les victimes. Et rappeler que les hommes ont un rôle essentiel à jouer. Et comme j'aime à le dire,
les petites citations, c'est voilà, lutter contre les violences faites aux femmes, c'est pas seulement une question de sororité ni de fraternité, mais tout simplement d'humanité. Je vous demande d'accueillir David Pellico. Merci, chère Sandrine. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très ému et en même temps très content d'être là, vous en doutez. D'autant plus qu'on a fait intervenir par applaudissement un certain nombre de messieurs. J'en vois quelques-uns, donc je me dis on avance petit à petit, c'est bien. Vous pouvez vous applaudir encore une fois. C'est évidemment un immense honneur d'être présent parmi vous ce soir au sein de cette Assemblée nationale. Cette institution qui participe à la démocratie, on l'a dit tout à l'heure, et au débat public, et qui nous rappelle chaque jour qu'on doit se mobiliser sans concession, avec détermination, face à la violence faite aux femmes, et je n'oublie pas les enfants. Quand Sandrine m'a demandé d'intervenir sur cette belle conférence qui commence, je ne pouvais pas lui dire non, évidemment, puisque vous connaissez notre histoire familiale, qui est encore jugée en appel actuellement dans le cours de Nîmes. Et j'ai eu, si vous voulez, lors du premier procès, constaté très très vite qu'il y avait très peu d'hommes qui se manifestaient. Alors, soit parce qu'ils ne se sentaient pas légitimes, soit parce que, évidemment, ils ne trouvaient pas leur place, ou peut-être parce qu'ils avaient honte. En tout cas, la responsabilité des hommes dans les violences sexuelles, c'est important, il faut en parler. Et je dois vous dire que chaque année en France, des dizaines de milliers de femmes sont victimes de violences sexuelles. Pour vous donner un chiffre, en 2024, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 122 600 victimes de violences sexuelles, dont 85% sont des femmes. Ça veut dire qu'une femme sur deux a déjà subi une forme de violence sexuelle au cours de sa vie. C'est énorme. Alors, ce qui peut être rassurant, c'est que 9 Français sur 10 considèrent que les hommes ont un rôle à jouer dans la prévention et la lutte contre les violences sexuelles. Les violences sexuelles sont généralement perpétrées par des personnes connues, souvent en position d'autorité, c'est-à-dire que ça peut être dans le domaine familial, ça peut être donc des parents, des éducateurs. Donc, c'est important de le signaler. Les normes sociales comme la croyance dans le droit des hommes à contrôler ou à discipliner les femmes alimentent malheureusement ces violences. Alors, si on veut éventuellement chercher les causes ou pourquoi les hommes doivent être des acteurs du changement, vous le savez certainement, pendant trop longtemps, la lutte contre les violences a été menée essentiellement par les femmes, que ce soit pour dénoncer, pour faire changer les choses ou faire de la prévention. Pour moi, mais comme pour d'autres, cela doit changer. Il est important qu'en 2025, les hommes doivent participer à ce combat. Alors, pourquoi les hommes doivent s'engager et être ce que j'appelle, et on l'entend souvent, c'est un peu chaud, hein, je ne sais pas si on peut remonter la clim, ou du moins la baisser, pardon, mais j'ai un peu chaud. Pourquoi les hommes doivent être des alliés positifs ? Je dirais que les hommes sont majoritairement les mieux placés pour interpeller ou influencer d'autres hommes sur ce sujet. Vous voyez, je prends la parole en public, mais en prenant la parole publiquement pour dénoncer les violences sexuelles, les hommes contribuent à faire bouger les normes sociales et à légitimer l'engagement masculin contre le sexisme. Qu'on soit papa, donc père, frère, praticien, législateur, sportif, politique ou autre, on peut inspirer d'autres hommes à réfléchir et à agir. Et si vous me le permettez, je vais terminer par comment dirais-je, poser la question de savoir comment on peut mobiliser le genre masculin ou les hommes et apporter des solutions.
Ça doit évidemment passer par l'éducation dès le plus jeune âge. On doit faire de la prévention à l'école. Je crois d'ailleurs qu'il y a des choses qui sont en cours à ce sujet. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on doit sensibiliser au consentement et surtout au respect. On doit mettre en place des programmes éducatifs dès le plus jeune âge. Je ne sais plus, tout à l'heure, j'en parlais avec quelqu'un qui était... je crois que c'était toi. Voilà. Donc ça en prend le chemin. Mais c'est long. Mais ça en prend le chemin. Je dirais également qu'il faut favoriser le témoignage d'hommes modèles ayant personnellement changé de comportement ou qui ont vécu aussi des expériences malheureusement personnelles, qui ont souffert. On doit intégrer la prévention des violences sexuelles dans tous les espaces et à mon sens également dans les entreprises. Parce que dans les entreprises, vous n'imaginez pas le nombre de cas qu'il y a concernant les violences, mais sous toutes leurs formes. Engager et impliquer les hommes aux discussions en partenariat avec les femmes et les forces vives engagées. Alors, moi, je réfléchissais, et j'en ai parlé tout à l'heure, à quand un parquet national pour traiter les violences sexuelles dans notre pays? C'était la question que je me posais. C'est peut-être une piste ou une proposition sur laquelle il faudrait éventuellement travailler. Et j'ai toujours l'habitude de terminer par une phrase. Je dirais, messieurs, et je m'adresse à vous ce soir, notre silence nourrit la violence, notre voix peuvent l'arrêter. Je vous remercie infiniment. David a tout dit. C'est ensemble qu'on y arrivera. Ça, c'est vraiment la base. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre les mécanismes de la violence. Justement, David, tu parlais de sensibiliser, de former, et ça, c'est extrêmement important. Mais déjà, pour ça, il faut comprendre, il faut savoir. Beaucoup de personnes extérieures, pourtant, ici, dans la salle, vous connaissez tous quelqu'un qui est touché par les violences conjugales, que ce soit en tant que victime, auteur ou co-victime, même si vous ne le savez pas. C'est automatique. Et parfois, on ne comprend pas. Mais pourquoi elle retourne, elle part, elle retourne, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui fait que... Et c'est pour ça que c'est important de comprendre le mécanisme du contrôle coercitif, comprendre comment l'emprise s'installe, et bien avant les coups. Le premier coup, il est déjà trop tard. Et pour vous expliquer tout ça, je vous demande d'accueillir Andrea Gruevintila, maîtresse de conférence HDR en psychologie sociale à l'Université Paris-Nanterre et autrice du livre « Le contrôle coercitif au cœur de la violence conjugale ». Alors moi, je suis ravie que Andrea soit là parce que, évidemment, j'ai dévoré son livre. D'ailleurs, dans mon livre, À eux d'avoir honte, je parle du livre, forcément. Et c'est vraiment important parce que de comprendre pour pouvoir déconstruire et agir. Andrea. Merci beaucoup. Alors, je prends la parole derrière David Pellico et je suis très heureuse qu'enfin, on a entendu le mot « enfant » quand on parle des violences faites aux femmes. Et alors, je remercie infiniment, mais plus qu'infiniment, Sandrine Josso pour nous accueillir aujourd'hui et pour avoir porté haut la main jusqu'à l'adoption transpartisane à l'Assemblée nationale de l'amendement sur le contrôle coercitif le 28 janvier 2025. Et on l'attendait... Alors on a été déçus du Sénat, mais bon, le travail reste à faire. Et je voulais saluer également Protéger l'enfant, Hélène, qui est vice-présidente. Et c'est une association avec laquelle j'ai travaillé beaucoup, que vous avez sans doute souvent vu cité dans le livre. Et c'est parce qu'on a fait un rapport à l'ONU qui était porté par Protéger l'enfant et qui a montré à quel point les enfants étaient victimes indissociables de tout ce qui était fait aux mères. Et David l'a dit, il y a 85% du quart de million de victimes
de violences conjugales en France, 85% sont des femmes. Mais ce qu'il faut savoir, et ce que Madame la députée a dit à l'hémicycle, c'est que parmi ces femmes, dans 8 cas sur 10, les agresseurs ont des enfants avec elles. 82% des femmes victimes de violences conjugales ont des enfants. Et c'est parce que les agresseurs ont les enfants avec elles que le contrôle coercitif perdure aussi longtemps après la séparation. C'est la raison pour laquelle on avait travaillé ensemble. Et quand on s'est rencontrés avec Madame Josso, alors c'était fin décembre 2024, donc le procès dit de Mazan venait de se terminer. Et moi, ce qui m'a frappé dans ce procès, c'est que justement, on n'a pas situé les faits qui étaient jugés dans le contexte de contrôle coercitif qui était celui de Dominique Pellicot sur sa famille, puisque les enfants avaient bien dit qu'il y avait eu du surendettement, enfin des dettes importantes prises par lui sur la mère, mais que surtout Caroline, la petite sœur de Dominique, a passé 3 jours internée en psychiatrie quand elle a vu à la police des photos visiblement d'elle en sous-vêtements et qu'elle n'a pas été traitée par la justice comme une enfant victime au même titre que sa mère. Et en fait, mon choc tout le long du procès dit de Mazan, c'était le fait qu'on n'ait pas pris en compte le contrôle coercitif avec ces co-victimes indissociables qui étaient les enfants Pellicot. Alors là, bon, c'est des enfants qui sont grands, donc qui, heureusement, ont pris la parole après, et vous avez entendu l'éminente prise de parole de David, et on entend Caroline dans plusieurs langues à travers le globe pour porter, et récemment avec le prix en Espagne, pour porter cette parole des enfants non encore vus, non encore entendus. Félicie tout à l'heure également. Alors, le contrôle coercitif, il y a beaucoup de choses à dire, mais parce qu'on parle des enfants et parce que les violences faites aux enfants ont souvent, d'après les recherches qu'on a, été reconnues dans le sillage des violences faites aux femmes. Et parce que plusieurs d'entre vous m'avaient parlé ce soir en tant qu'enfant survivant. J'aimerais juste lire, avant de parler du contrôle coercitif lui-même, quelques mots par lesquels j'ai voulu ouvrir le livre sur le contrôle coercitif, parce que j'ai voulu que dans ce livre, qui est le premier en français sur le plan mondial, les enfants puissent lire quelque chose, les enfants d'aujourd'hui puissent lire quelque chose, même si le livre s'adresse aux adultes et notamment aux professionnels. Et donc, c'est pour donc votre fille, c'est pour les autres enfants survivants, c'est pour Ronnie, c'est pour Laura, c'est pour Caroline, David et toutes celles et ceux que vous connaissez. Et toutes celles et ceux des 398 310 enfants, petites filles et petits garçons concernés en France, quand vous allez grandir un peu plus, et ça viendra vite, alors les grands ont déjà grandi, à votre parent, le plus souvent votre maman, qui a probablement essayé comme elle a pu de s'occuper de vous, même quand l'autre parent, le plus souvent un père ou un beau-père, l'empêchait de le faire comme elle aurait voulu. Ce livre vous est dédié. Vous m'avez énormément appris. Je sais que vous résistez comme vous le pouvez. Je sais les astuces que vous devez mettre en place pour tenir avec un courage et une intelligence inimaginables face au comportement de ceux que parfois vous aimez. Et souvent, vous craignez. Je sais que c'est dur, mais votre voix est déjà une victoire de tous les jours et c'est aussi un phare pour les recherches que nous faisons à l'université. Dites-le à quelqu'un de confiance et si personne ne vous vient à l'esprit, dessinez-le, écrivez-le, dites-le dans le sport que vous faites et faites du sport pour être forte et fort. Dans votre musique, dans vos activités artistiques, venez à l'université nous le dire. Nous sommes plusieurs à vous croire et à faire tout ce que nous pouvons pour que votre voix résonne et fasse prendre conscience aux grands de la réalité de ce que vous vivez. Assurez votre sécurité avec votre parent protecteur et faire respecter vos droits. Ils sont ici et ici, alors il y a des notes de bas de page qui renvoient aux droits à des pictogrammes faits pour les enfants
sur les droits des enfants, pour qu'un jour, plus aucun enfant n'ait peur dans sa maison, ni pour elle-même ou pour lui-même, ni pour sa maman, ni pour ses sœurs et frères, ni pour son animal de compagnie, car il est anormal d'avoir peur de ce qu'on aime. Ni vous ni moi ne sommes naïfs, et je sais que ce livre, comme nos recherches, arrive tard pour vous, mais j'espère qu'ensemble, nous ferons en sorte que vos enfants, à vous, aient une vie plus heureuse et que votre maman soit une mamie gâteau pour eux, apaisante et soutenante avec vous. Alors, quand j'ai écrit le livre, le chiffre officiel était de 400 000, donc 398 310 enfants. Et depuis, j'ai regardé de plus près, selon ma collègue Nadège Sévra, qui est sociologue et qui a produit en 2012 un rapport pour la protection de l'enfance, le nombre d'enfants concernés par les violences conjugales est plutôt de 4 millions. 4 millions d'enfants. C'est un tiers des enfants scolarisés en France. Le chiffre ne surprendra pas quand on a les chiffres des mises en évidence par la Civise sur l'inceste. On est dans ces ordres de grandeur-là. Et donc, les chiffres, vous les avez dit, on les a rappelés. Pourquoi le contrôle coercitif est important dans le cas des enfants? C'est parce que les recherches internationales, et notamment publiées dans le dernier livre du propulsion du concept qui s'appelle Evan Starks, un sociologue, il montre que le contrôle coercitif est le contexte prévalent, la cause et le contexte prévalent des violences faites aux enfants hors zone de guerre. C'est-à-dire que dans un pays comme la France, pas encore en guerre, c'est le contexte et la cause, enfin le contrôle coercitif des hommes sur les femmes et le contexte de toutes les violences, enfin le contexte prévalent des violences faites aux enfants, mais toutes les violences physiques, psychologiques, économiques, parce que tout ce qui est fait à la mère, toutes les privations économiques qui sont imposées à la mère sont en réalité des privations qui privent l'enfant. Et donc c'est face à ces chiffres-là et face à cette réalité-là que je pensais et j'ai porté et que Madame Josso nous a fait confiance avec mes collègues Benjamin Moron-Puech et Alice Dejean de la Bâtie pour écrire l'amendement qu'elle a porté. Parce que les recherches que je présente dans le livre sur le contrôle coercitif montrent qu'il faut prendre la violence conjugale, dans ce cas, dans sa globalité. Et c'est pour ça qu'il a fallu souligner très clairement qu'il faut reconnaître le contrôle coercitif en tant qu'infraction, c'est-à-dire dans le droit pénal, mais aussi, et c'est l'originalité de la loi française qu'a portée Sandrine Josso, d'aller en transversal, en droit pénal, mais aussi, surtout en droit de la famille, parce que la plupart des victimes, des femmes victimes ne déposent pas plainte, mais vont se tourner vers le juge aux affaires familiales et pour chercher liberté et pour chercher sécurité et protection pour leurs enfants et pour elles-mêmes. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu porter cette approche-là, parce qu'il nous semble qu'il est important de reconnaître la violence conjugale pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une situation de captivité, qu'elle se rapproche beaucoup plus d'une situation de captivité que des agressions, par un schéma de comportement que l'agresseur met en place pour piéger, pour emprisonner les victimes, adultes, mais aussi enfants, parce que tout ce qu'il fait à la mère nuit à l'enfant. Pour obtenir leur obéissance, pour les maintenir à leur place, pour faire en sorte que ces femmes servent les intérêts, le projet et le monopole de monsieur sur l'espace familial et relationnel, par tout un tas de comportements que vous connaissez, qui vont de l'isolement, qui est pour moi en tant que psychologue social le drapeau rouge absolu, et c'est pour ça que les victimes arrivent souvent devant la justice sans des attestations, parce qu'elles sont déjà isolées. Intimidation, harcèlement, menace, surveillance, contrôle des ressources, alors ce sont des ressources financières, le temps, l'énergie, le corps, contrôle des enfants avant et après la séparation, et souvent après la séparation par l'intermédiaire de ce que vous connaissez très bien, peut-être trop bien dans cette salle, qui est le harcèlement judiciaire au nom des droits parentaux des agresseurs sur les enfants. À mon grand choc, hier, j'ai eu l'occasion d'assister à une audience à la Cour d'appel de Paris. La maman a fait une plainte pour violence conjugale. Des agressions sexuelles étaient signalées par
la petite fille la fille du couple. Le conseiller à la cour d'appel, la conseillère, n'a pas mentionné les agressions sexuelles commises dans le contexte du contrôle coercitif et a proposé à la maman une médiation. C'est la conseillère à la cour d'appel de Paris, la loi de 2020, ça ne fait que 5 ans qu'elle existe, qui interdit la médiation dans ces cas. Et pourquoi ? Parce qu'évidemment, il n'y avait pas de violence physique, seulement contrôle coercitif. Mais le contrôle coercitif est le mécanisme de la violence conjugale, c'est le précurseur même majeur des féminicides, des suicides dits forcés, mais aussi des homicides d'enfants. Et dans les cas où c'est la victime de contrôle coercitif qui peut tuer l'agresseur dans un geste de résistance. Et donc, la raison pour laquelle on a voulu avancer en France, c'est que donc, dans un nombre croissant de pays, le contrôle coercitif est incriminé, on en tient compte en droit de la famille. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en attendant la loi, puisque bon, le contexte est tel qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais la bonne nouvelle, c'est qu'en travaillant avec un excellent cabinet, le ministre des missionnaires, ou je ne sais pas ce qu'il est maintenant, à la justice, mais son cabinet était bien, et ils ont réussi à envoyer une circulaire fin juin à toutes les juridictions françaises en faisant du contrôle coercitif une priorité ministérielle, donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est pour ça qu'on a besoin d'une loi, pour que tout le territoire français, métropolitain, mais aussi les dom-toms, puissent protéger les victimes, puissent mieux poursuivre les auteurs et mieux condamner, mieux prévenir la violence et éventuellement construire des politiques coordonnées concernant la violence conjugale et plus largement les violences faites aux femmes et aux enfants, mais pas pour les 2 ans qui viennent. Pour cette génération et la suivante. Ça veut dire que ces politiques-là doivent être pensées pour les 50 ans qui viennent. Et on compte sur Madame la députée et sur vous, chacune et chacun, pour y arriver ensemble. Merci. Alors, vous vous doutez bien que tout ce qui est contrôle coercitif, ça fait des dégâts énormes. Justement, Andrea en parlait aussi sur le nombre des suicides forcés, des femmes qui sont complètement à bout et qui ne voient pas d'autre solution. Et à une époque, j'étais une de ces femmes où je me disais c'était lui ou c'était moi pour que ça s'arrête, sinon ça ne s'arrêterait jamais. Heureusement, j'ai été très bien accompagnée dans ma ville et j'ai pu m'en sortir. Et alors, on a malheureusement un absent ce soir qui est cloué au fond de son lit avec une grippe et un début de Covid. Le Covid est encore là de temps en temps, malheureusement. Donc, je vous prie d'excuser Désiré Le Bossé qui devait justement nous expliquer un petit peu comment on libère la charge émotionnelle liée au traumatisme parce que tout s'imprime dans le corps, tout ce qu'on vit, etc., dans le cœur, dans le corps. Et ça fait pas mal de problématiques, dissociation, stress post-traumatique, etc. J'en ai expérimenté pas mal pour malheureusement le savoir. Donc, on va passer avec quelque chose, on va dire, de peut-être plus léger. Ça va nous faire du bien aussi. Important de se sentir bien quand on est une femme, de se sentir bien, d'avoir confiance en soi, d'avoir de l'estime de soi, d'avoir de l'amour de soi. Et c'est ça qui est important pour pouvoir s'ancrer et ne pas justement tomber dans le piège de contrôle coercitif, de rentrer dans des relations qui sont toxiques parce qu'on connaît sa valeur et on va savoir justement sortir de ces pièges. Et pour ça, je vais vous demander d'accueillir Nadia Chaban et Alia Ouessa, pardon, excuse-moi. Ce sont les cofondatrices de la Soham Academy. Elles accompagnent les femmes à renforcer donc leur confiance et leur sérénité intérieure. Et elles sont expertes en connaissance de soi et elles vont même nous faire du fitness neuro-émotionnel. Ouais. Qui connaît ça ? Vous connaissez pas, hein ? Ouais, on vous apprend des trucs ce soir. Et du coup, pour justement, elles œuvrent à aider les femmes à reconstruire, de se reconnecter à leur puissance et d'avancer avec liberté et sérénité.
Mesdames, c'est à vous. Merci infiniment. Merci à tous. Alors, je pensais commencer mon discours avec une petite histoire. Vous aimez les histoires? Mais je ne peux pas porter un masque. Je l'ai porté que trop longtemps. Et où est le docteur Gruev Vintila? Vous m'avez bouleversée. Pendant 10 secondes, j'ai cru que je ne trouverais pas la force de venir vous parler, à tout un chacun. À la lecture de votre première page, soyons honnêtes, je n'ai pas été la seule à être bouleversée. Rassurez-moi. Vous m'avez renvoyée à mes 11-17 ans, où j'ai subi énormément de violences physiques. Et puis vers 17-18 ans, je me suis dit plus jamais ça. Et ça avait marché. En tout cas, je pensais que ça avait marché. Mais je m'étais trompée. Jusqu'à mes 40 ans, avant de rencontrer ce petit bout de femme, qui m'a clairement offert une deuxième vie dans la même vie, je subissais tout à fait autre chose, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas montrer, parce qu'il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de traces. C'est de la violence psychologique. Et on ne finit pas coach, on ne finit pas bénévole dans une association, on ne finit pas thérapeute pour rien en tout cas. Vous voyez, c'est toute cette histoire qui m'a permis, évidemment, il y a quelques années, de fonder la SOAM Academy avec Nadia. Est-ce que vous aimez les histoires tout comme moi? Vous permettez que je prenne mes notes, ça ne se voit peut-être pas, mais j'ai un trac incroyable. Merci infiniment. Il y a un arbre dans le désert que l'on appelle l'acacia. De l'extérieur, il peut sembler discret, simple, et peut-être même fragile face aux éléments. Et pourtant, il est incroyablement fort. Il résiste à la sécheresse, aux tempêtes, et il reste comme ça debout, même sous un soleil brûlant. Et vous devez peut-être vous demander pourquoi je vous parle d'un arbre là, à l'Assemblée nationale. Sa force à cet arbre, elle vient de ses racines profondes, invisibles, mais qui sont pourtant essentielles. On peut même le dire, vitales. Vous êtes d'accord avec ça? Eh bien, je vous parle de cet arbre parce que c'est la même chose pour la femme. Lorsqu'une femme est enracinée, lorsqu'elle est forte de l'intérieur, nous on appelle ça dans notre jargon lorsqu'elle est alignée, eh bien, cette femme, elle dégage une présence qui la protège naturellement. Certaines femmes, et il y en a peut-être parmi vous, j'en ai rencontré une tout à l'heure, choisissent de faire de la boxe. C'est toi d'ailleurs. C'était pas de la boxe? Sport de combat? Autodéfense? Elles font ça pour se sentir en sécurité, et c'est super. Hein, le docteur disait tout à l'heure, faites du sport, faites de l'art, faites ce qui peut vous rassurer. Surtout, faites tout ce qui vous fait du bien. Nous, à la SOAM Academy, nous aidons également les femmes à se muscler, et vous l'aurez compris, d'une toute autre manière. Nous les accompagnons, comme l'a dit Sandrine tout à l'heure, à renforcer leur bien-être intérieur, à développer leur intelligence émotionnelle et relationnelle. Si on veut rentrer dans les détails, on les aide à rendre leur système nerveux plus fort et plus flexible, parce qu'on le sait, hein, la vie c'est haut, bas, haut, bas. Mais quand on est flexible et forte de l'intérieur, évidemment, on avance mieux. Et vous serez certainement tous d'accord avec moi, une femme alignée, solide intérieurement, elle a beaucoup moins de risques d'attirer à elle, on peut le dire, un prédateur. Voyez? Et c'est là que notre travail commence. Parce que pour qu'une femme soit réellement forte et enracinée, vous pensez tout de même pas qu'il suffit de lui dire « sois forte, sois courageuse ». Ça ne marche pas comme ça. De nombreuses femmes victimes, pour l'avoir été, 2 longues années, quand je dis 2 longues années, c'est 2 fois de longues années dans ma vie, eh bien, la plupart des femmes victimes de violences, qu'elles soient conjugales ou familiales, hein, elles ressentent énormément de honte. Vous savez pourquoi j'en ai jamais parlé à 17 ans et que j'avais décidé de m'en sortir toute seule? Je ne sais plus qui parlait de suicide tout à l'heure. Ouais. C'est parce que j'ai fait la mienne aussi. Et je l'ai loupée. Bon, je pense que j'avais voulu la louper, soyons honnêtes, parce que quelqu'un qui veut vraiment partir, hélas, il part. Et donc, la plupart de ces femmes, elles ont énormément honte. Et avant de trouver le courage de demander de l'aide ou d'en parler à quelqu'un,
elles ont d'abord honte. Vous savez de quoi j'avais honte, moi? J'avais honte de subir ces violences. J'avais honte même d'avoir peur. J'avais honte de me sentir si faible. Je pensais que c'était de ma faute. Je me disais que c'était à cause de moi, que j'étais pas assez ceci, assez cela. Ça vous parle tout ça? Ouais. Et pourtant, cette honte, elle ne devrait jamais, et j'insiste, jamais appartenir à la femme. Alors je ne sais même pas comment remercier Sandrine que j'ai rencontrée il y a peu de temps, mais vous savez, la vie, elle vous offre des cadeaux. Vous rencontrez des gens, et puis vous avez l'impression que vous êtes né avec. Et puis il y a des gens que vous connaissez depuis 20 ans, puis il n'y a plus de feeling au bout de 10 ans, 12 ans, qu'importe. Hein. C'est la vie. Et je voulais vraiment remercier Sandrine d'avoir écrit ce livre bouleversant qu'elle m'a dédicacé il y a quelque temps, et que j'ai eu le plaisir de lire parce que son livre explique parfaitement cela, entre autres. Hein. Et tout est dit dans le titre de son livre. Vous le connaissez? Achetez-le. C'est à eux d'avoir honte. Oui, ce n'est pas à nous les femmes victimes, c'est à eux d'avoir honte. À la SOAM Academy, on fait notre petite partie, notre petit colibri. 3-4 fois par an, nous offrons gratuitement. Alors, vous doutez bien qu'on ne markete pas ça. Venez, femmes violentées, pas du tout. Parce qu'elles ont honte, elles ne veulent pas en parler directement. Mais 3-4 fois par an, nous offrons des ateliers d'estime de soi, de confiance en soi. Et même si à nos séminaires, quand on intervient en entreprise, on peut dire qu'on a 60% de femmes et 40% d'hommes, mais là, quand on offre ces ateliers, on va dire qu'à 100% presque, ce sont ces femmes, justement, qui viennent. Et ça leur fait énormément de bien. Elles ne nous le disent pas tout de suite. Parfois, elles mettent 2 ans, 3 ans à s'en sortir et elles nous remercient après coup. Alors, on apporte, comme je vous l'ai dit, notre petite goutte et nous aidons ces femmes sur 2 axes principaux. D'abord, de les aider à guérir de leur traumatisme. Vous savez ce que c'est un traumatisme? Ce sont ces blessures invisibles à l'œil nu qu'on a dans le corps et dans le cœur. Et puis, dans une deuxième étape, puisque vous doutez bien que nos ateliers sont évolutifs, nous les aidons aussi à se libérer de ce schéma victime-bourreau, pour que plus jamais elles ne retombent justement dans ces scénarios douloureux. En un mot, si je devais résumer, on aide les femmes à changer clairement d'identité, à passer de la femme blessée, de la femme fragile, à cette femme justement forte, résiliente et, j'insiste, féminine aussi, sensible aussi et authentique. Ouais. Aujourd'hui, ici à l'Assemblée nationale, nous sommes clairement réunis parce qu'il est temps de changer le regard que nous portons sur la femme. Moi, la première, sur la femme. Une femme, elle ne devrait plus jamais avoir besoin de se battre pour exister. Comme peut-être certains d'entre vous continuent de le faire, comme Sandrine l'a fait pendant des années. Et pourtant, soyons honnêtes, la société nous pousse encore vers cela. Une femme, elle devrait juste être là, elle-même, voyez, connectée à qui elle est. Être elle-même est suffisant. Et c'est en étant elle-même qu'elle est vraiment dans sa puissance naturelle. Et elle devrait aussi, mais je vais m'arrêter là, sinon je vous garde jusqu'à minuit, retrouver la paix dans son corps. Parce que ça, on n'en parle pas. Mais la paix dans son corps, et comme tu l'as très bien dit, Sandrine, la paix dans son cœur. Mais nous savons bien que ce n'est pas facile dans notre société actuelle. Pourtant, si chacune trouve cette force en elle, croyez-moi, c'est tout un monde qui change. Et parce que les mots ne suffisent pas, eh bien, avec ma binôme Nadia, nous allons maintenant vous proposer une expérience très simple, mais puissante. On va vous demander évidemment, mesdames et messieurs, de jouer le jeu, vraiment, de faire confiance au process. Après tout, si on est réunis là sur le même thème, c'est qu'on peut dire qu'on est une sorte de famille, voyez? On n'est pas là par hasard. On s'était vraiment donné rendez-vous. Ça vous va? Vous nous faites confiance? Vous lâchez vos feuilles, vous lâchez vos stylos, vous rangez vos ordinateurs, pour ceux qui souhaitent en tout cas jouer le jeu. Et je laisse maintenant ma binôme Nadia vous faire vivre la suite. Merci beaucoup, Alia. Alors, je suis Nadia Chaban, je suis experte en alignement et en fitness neuro-émotionnel. Alors oui, qu'est-ce que c'est que le fitness neuro-émotionnel? Eh bien déjà, il faut comprendre une chose essentielle. C'est que l'autre ne va pas réagir à ce que nous disons
ou à ce que nous pensons, et pas non plus à ce que nous faisons. Donc finalement, nos paroles, nos pensées, nos comportements ont peu d'importance. Et la violence, d'une façon générale, qu'elle soit faite aux femmes, aux enfants, aux hommes, on en a parlé tout à l'heure, la plupart du temps, elle trouve racine non pas dans ce que nous disons, mais dans ce que nous ressentons, dans ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et à l'intérieur de notre corps, est-ce que vous savez ce qui est créé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Nos émotions. Alors notre mental, lui, crée nos pensées. Mais notre corps, lui, qu'on a si peu et si mal éduqué depuis l'enfance, surtout dans un pays comme la France où on est cultivé, on s'instruit, on fait beaucoup d'études, on voyage, et on s'arrête là, juste ici. Notre mental est très fourni, il est rempli de plein de choses fondamentales, et serviables aussi. Mais on ne nous a jamais appris à nous connecter à notre corps et à nos émotions. Et la plupart du temps, pire encore, quand on s'y connecte, en fait, ça nous fait peur. Parce qu'on n'arrive pas à décrypter ce qui est en train de se jouer en nous. Et surtout, on n'arrive pas à maîtriser et à faire circuler ces émotions qui, au final, ne sont que de l'énergie. Et nous, à la SWAM Academy, jour après jour, que ce soit dans mes accompagnements individuels, avec les hommes et les femmes que j'accompagne, parce que les hommes sont de plus en plus nombreux, à s'intéresser à ces sujets et à vouloir regagner en leadership, en confiance, en estime, mais aussi en tolérance, en respect, en amour. Et dans nos séminaires et dans nos différents ateliers et interventions d'entreprise, eh bien oui, c'est véritablement de la rééducation neuro-émotionnelle que nous proposons. Ce soir, on va vous faire vivre une expérience. Bien évidemment, il va falloir nous faire confiance parce que vous allez avoir les yeux fermés pendant cet outil d'auto-coaching que je vais vous offrir. C'est un outil très simple. Un enfant de 6-7 ans peut le faire. Je commence à intervenir dans classe de CP, CE1, j'accompagne des enfants, des adolescents au cabinet, en plus des adultes, et je vous garantis que cet outil, il est facile. Il est ludique, il est reproductible d'une personne à une autre, il respecte toutes les séquences des neurosciences, de la neurobiologie cellulaire, et surtout, il a un impact incroyable pour quitter la posture de victime et adopter enfin une posture de leader. Parce que oui, le passé est passé et on ne va pas pouvoir écrire quoi que ce soit. Et tout à l'heure, ça a été dit, 1 femme sur 2 a subi des violences, 1/3 des enfants sont concernés. Donc on peut continuer à écrire la suite de notre histoire en se racontant toutes ces horreurs et en ruminant et ressassant jusqu'à la fin de nos jours ce qui nous est arrivé. Mais on a un autre choix aussi qui s'offre à nous, de se relever et de faire exactement ce que Félicie, je crois, a fait en son temps et plein d'autres femmes et hommes aussi qui sont venus témoigner, juste récupérer son pouvoir et se raconter qu'autre chose est possible. Alors, qui est d'accord ici dans cette salle pour juste fermer les yeux et se prêter au jeu en fait, juste de partir en voyage au cœur de ses émotions et d'aller retravailler juste 3 émotions fondamentales qui changent une vie. La joie, le sentiment d'être aimé et de se sentir en sécurité et la confiance en soi. Alors, juste 10 secondes pour ceux qui souhaitent jouer le jeu. On va juste réveiller réveiller vos corps, parce que vous avez compris que c'est une méthode qui passe par... Ah, ils suivent, c'est génial. Donc, ceux qui acceptent de jouer le jeu, eh bien, on lève les bras, on lève les bras, on lève les bras. Mais il y en a beaucoup. Wow, et on lâche. Encore, une avant-dernière fois. Et on lâche. Et une dernière fois, tous ensemble. Et on lâche. Je vais vous inviter à fermer les yeux. On va envoyer la musique et ils sont à toi. Alors, vous pouvez fermer les yeux. Vous allez décroiser les mains, les pieds, les jambes. Vous allez bien ancrer vos pieds dans le sol. Et vraiment, faites-vous ce cadeau. Je sais que la journée a été longue, que vous êtes fatigués, les corps sont fatigués, mais c'est un vrai cadeau qu'on se fait à soi-même. Quand on accepte comme ça, en plein milieu de sa journée, quand on est challengé, quand la vie est difficile parfois, quand on n'a plus d'espoir, qu'on a envie d'abandonner, de se rappeler qu'il y a des outils faciles, simples, que l'on peut utiliser seul, sans l'aide de personne. Vous devenez à partir de maintenant votre propre coach, votre meilleur thérapeute. Alors c'est parti. Inspirez tranquillement par le nez et expirez lentement et profondément par la bouche. Prenez une grande inspiration et expirez lentement. Je vais vous demander d'aller vous connecter dans un premier temps à un grand moment de joie dans le passé, un grand moment de bonheur. Vous vous souvenez ce jour peut-être où vous étiez avec vos enfants, si vous en aviez, ou avec votre femme, votre mari, votre meilleur ami,
Peut-être un moment de réussite, de succès au niveau de votre travail, de vos finances, de votre santé. Une bonne nouvelle que vous veniez d'apprendre. Quand vous l'avez, ce souvenir, ce moment de joie, gardez les yeux fermés et levez la main, s'il vous plaît. Juste pour me dire que ça y est, que ce souvenir est en train de renaître, que ce souvenir est en train de se réanimer là, juste devant vous, alors que vous aviez la sensation que ça n'avait que si peu de valeur parce que c'est passé. Pourquoi vous passez autant de temps à ruminer les affreusités de ce monde, les douleurs, les défis, les chagrins, les tristesses, les moments d'impuissance, et pourquoi vous ne prendriez pas enfin le temps de revivre en pleine conscience et tous les jours ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend joyeux, ce qui vous reconnecte à la vie, à vous, à ce fuel, à cette énergie qui fait de vous des champions, des championnes et des leaders de votre vie. Alors agrandissez l'image de ce moment, illuminez l'image de cet instant et rapprochez-la de vous. Souvenez-vous de chaque détail, chaque minute, chaque seconde. Souvenez-vous de votre posture, de votre regard. Reproduisez le sourire sur votre visage. Les rires peut-être. Souvenez-vous à quel point à cet instant précis la vie était belle, à quel point elle était douce, à quel point vous étiez juste heureux, heureuse d'être en vie. Et maintenant, toujours les yeux fermés, allez me chercher un souvenir, un moment de partage, d'amour. Vous pouvez baisser les mains, gardez les yeux fermés. Un moment de connexion avec une personne qui vous est chère dans cette vie, avec quelqu'un peut-être qui était là à un moment donné pour vous soutenir, quelqu'un qui est toujours là pour vous répondre quand vous avez besoin de lui ou d'elle, une personne avec laquelle vous riez et ça vous fait un bien fou à chaque fois que vous passez une soirée avec elle. Souvenez-vous de ce moment où vous vous êtes senti protégé, accompagné, aimé. Et maintenant, pour finir, allez tous me chercher un grand moment de fierté dans votre passé. Un moment où vous avez été fier de qui vous êtes, où vous avez mis de la valeur sur qui vous êtes, où vous vous êtes enfin estimé. Agrandissez l'image de ce souvenir, illuminez cette image et rapprochez-la de vous. Commencez à ressentir la mélodie que fait la fierté dans votre corps à chaque fois que vous avez pleinement conscience de la valeur qui est en vous. À chaque fois que vous vous dites « Waouh, je l'ai fait, je suis capable, je suis à la hauteur ». Cette estime, cette confiance, personne d'autre que toi ne peut la recréer. Arrête d'aller chercher à l'extérieur ce qui vit déjà à l'intérieur. Et arrête d'attendre que ce changement y vienne des autres. Tu as le pouvoir, la possibilité de faire revivre ça en toi à chaque instant. Continuez à inspirer tranquillement. Expirez lentement. Et ressentez l'énergie qui circule enfin dans votre corps. Et savourez cet instant. Et vous allez pouvoir prendre le temps d'ouvrir les yeux tranquillement. Sandrine Lebossé a eu la générosité de nous offrir 10 minutes, donc on ne va pas pouvoir évidemment aller plus loin. On aurait adoré recueillir vos témoignages. Moi, j'ai vu des hommes et des femmes qui ont du merveilleux en eux. Ne l'oubliez jamais. Et on continue à la SOAM Academy de faire le petit colibri. Et à toutes et tous ceux qui le souhaitent, nous vous offrons. C'est notre cadeau. C'est notre façon à nous de faire un pas vers un monde plus juste, vers un monde meilleur. Donc à vous tous, nous vous offrons évidemment l'un de ces fameux ateliers pour travailler votre intelligence émotionnelle et relationnelle. Parce que vous l'avez compris, si c'était en une séance, on viendrait et on guérirait tout le monde, mais non, c'est de la rééducation neuro-émotionnelle. Merci à tous d'avoir joué le jeu. Merci. Merci Sandrine. Bon, ça fait du bien quand même. Hein. C'était quoi votre pensée joyeuse? Moi, j'étais bien, j'étais à la plage, j'étais à la mer. C'est trop bien, c'était trop bien. Alors après ce bon moment qui nous a ressourcés, on va parler aussi que les violences, c'est pas juste une réalité statistique ou institutionnelle, c'est avant tout un vécu humain. C'est des vies, c'est ancré dans le quotidien sur le terrain. Et il y a des personnes qui justement ont un œil là-dessus
Et je parle notamment de Rosine Bassen. Alors, Rosine Bassen, qui est la fondatrice, il est tard, fondatrice de Carrière. Mais elle fait tellement de choses, alors là, j'ai tellement de trucs à dire, parce qu'elle fait tellement de choses que ça va être super. Hein. Donc, c'est la fondatrice de Carrière et Transition. Elle est également consultante, formatrice, coach, mentor, thérapeute. Ah, c'est un vrai couteau suisse, elle. Hein. Ça, c'est mon couteau suisse. Je vous conseille d'avoir une Rosine dans votre vie. Hein. Alors, aujourd'hui, c'est avec une autre casquette qu'elle est parmi nous, celle d'experte dans l'accompagnement des professionnels pour mieux repérer, comprendre et agir face aux violences intrafamiliales. Et c'est former les professionnels, mais pas seulement la santé, pas seulement la justice, pas seulement la police. C'est très important, ils le sont déjà, pas suffisamment, mais déjà assez, mais vraiment former tous les professionnels. Dans l'entreprise, justement, ça a été dit, beaucoup de personnes souffrent, il y a beaucoup de violence aussi. Ça va être aussi, les commerçants peuvent avoir un œil, voir des choses. Enfin, chaque personne peut agir si il sait. Ma chère Rosine, c'est à vous. Oh là 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 là, c'était trop bon. Merci en tout cas. Je suis fière. Non, t'inquiète, on aura le temps de s'en parler. Je suis fière d'être avec vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis fière de voir que pas mal de personnes sont impliquées pour une thématique qui est tellement douloureuse et tellement compliquée à éradiquer. Je suis fière que, en fait, même au plus haut, on soit soutenu, qu'on nous ouvre les portes, parce qu'en fait, on est dans un super endroit. Donc, merci. Et en tout cas, l'introduction que tu m'as faite, Sandrine, waouh, je vais pas dormir pendant des années. Alors, un petit peu. Alors aujourd'hui, je viens vraiment pas avec une casquette particulière. Moi, j'avais envie qu'on partage, qu'on échange, et peut-être qu'on se donne aussi des réflexions. Donc, quand vous êtes arrivés, on vous a remis 2 petits cartons, vert et rouge. Le vert, en fait, on va faire un quiz. Le vert, en fait, je vais donner des affirmations. Si vous êtes d'accord avec cette affirmation, vous lèverez le carton vert. Et si ce n'est pas le cas, vous lèverez le carton rouge. Je poserai l'affirmation une première fois et ensuite je la reposerai d'une autre manière pour peut-être intégrer des tips. Et à la fin de la deuxième affirmation, donc la deuxième fois, je vous demanderai de lever vos cartons. Je ne mets pas noté, on n'est pas à l'école, vous n'aurez pas de certification à la fin. Donc le but, c'est que vous puissiez vous interroger, soit confirmer le fait qu'on est d'accord, ou soit, pourquoi pas, même si c'est qu'une seule personne, apprendre quelque chose d'intéressant que l'on pourra dupliquer et ou transmettre à quelqu'un qui en aura besoin. C'est bon pour vous ? Alors, question numéro 1. Vrai ou faux ? J'ai l'impression d'être Jean-Pierre Foucault. Une femme victime de violence met en moyenne 5 ans pour quitter son agresseur. Une femme victime de violence, pour différentes raisons, met au moins 5 ans pour quitter son agresseur. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc en fait, c'est un peu... Ah non, je vois plus de vert. Super. Eh bien, la réponse, c'est faux. En fait, en moyenne, une femme met 7 ans pour partir définitivement et s'éloigner de son agresseur. Même si on sait que potentiellement, c'est pas fini, parce qu'elle est partie, ce n'est pas fini. Mais en tout cas, ce qu'on dit, l'OMS le dit, donc il l'a dit en 2023. Donc j'aime bien les sources parce que c'est important, on peut s'appuyer sur des sources pour aussi orienter et accompagner ses victimes ou ses survivantes. Donc l'OMS l'indique, il faut au moins 7 ans pour partir, ce qui fait en moyenne 7 tentatives. C'est difficile, hein. L'ONU Femmes le dit aussi. Donc en réalité, on va quand même l'observer et on va se dire, mais 7 ans, c'est long. Hein. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on a peur financièrement, est-ce qu'on va s'en sortir ? On a peur d'être seul aussi parfois, parce qu'on a été isolé. Notre bourreau a isolé. On a peur aussi, tout simplement, de se dire qu'on va chambouler les enfants. Voilà. Il y a plein de choses qui font qu'elles ne partent pas. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que
il faut protéger la mère. Et si on protège la mère, on protège aussi l'enfant, ou on protège toute la famille. Merci. Question numéro 2. Vrai ou faux? Plus de 40% des enfants exposés à la violence au sein du couple sont eux-mêmes des victimes de violences physiques et psychologiques, directes par leur agresseur. C'est plus pour vous? Bah non, c'est 40%. Oh là là, il est bon, hein, David. Il est bon. Hein. Donc, je rajouterai même à ce pourcentage que 80% sont présents pendant les moments de violence. Donc, vous imaginez. Pardon? Témoin. Donc, mon message, je le réitère, en protégeant la mère, on protège l'enfant. C'est facile à dire, mais c'est ce qu'on doit essayer en tout cas de sensibiliser. En protégeant la mère, on protège l'enfant. Donc, protégeons la mère, éloignons-la autant qu'on peut pour protéger l'enfant. Et je vous dis, hein, moi, il n'y a que des sources. C'est pas de l'interprétation, c'est pas de l'expérience, c'est que des sources. Donc ça fait un petit peu éducation nationale. Mais je vais vous les citer, les sources, parce qu'il faut aller les voir aussi pour vous-même aussi sensibiliser, orienter, accompagner. C'est le guide du ministère du chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est la page 26. Alors, la petite transition. Les violences ne passent pas que par la sphère privée, hein. Elles arrivent aussi dans les entreprises. Donc, question numéro 3. Les employeurs ont-ils une obligation légale en matière de violences sexuelles et sexistes? Vrai ou faux? Il y en a qui ne vont pas jouer. Hein. Alors, c'est vrai. Depuis la loi 2015, qui a été renforcée notamment en 2018, les entreprises ont une obligation de prévention, de formation et de sanction. J'irai même plus loin, j'irai préciser qu'elles doivent mettre en place des procédures de signalement. Donc allez vérifier dans vos entreprises si elles y sont. D'accord ? Merci. Ma petite source. Donc, c'est le Code du travail, article L 1153-5, complété par l'article L 4121-1. Alinéa 3. Donc, ça veut dire qu'en réalité, c'est pas on est un salarié qui a envie d'embêter son entreprise. Ça existe, c'est marqué. Donc, on peut s'appuyer sur ça pour faire changer les choses. Et ça peut être une action qui peut changer et qui peut faire la différence. Donc, il faut qu'on le fasse. Question numéro 4. En France, existe-t-il en France un congé spécifique pour les femmes victimes de violences? J'irai même plus loin. Pour les femmes victimes de violences conjugales. Comment ça, il n'y a que du rouge? Non, vous avez raison. Faux. Il n'y a pas encore, parce qu'en fait, on a espoir que ça change. Il n'y a pas encore de congé spécifique, même si, quand on regarde au Canada, quand on regarde en Irlande, en Espagne, il y a des choses qui bougent et il y a un congé. En Espagne, il y a un congé spécifique de 10 jours. Aujourd'hui, c'est en cours, on va dire. C'est dans les tuyaux. Ça se discute. Il y a des syndicats, il y a des lois, il y a des personnes vraiment très importantes qui se bougent aussi pour nous permettre aussi d'avoir des lois et d'avoir des articles pour protéger. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas encore ce congé spécifique. J'aimerais qu'on s'interroge sur le consentement dans le couple. Donc c'est la question 5. En France, le viol conjugal est-il reconnu depuis 2010 ? 2010 ? Avant ? En 2010 ou avant ? Donc 2010, vous êtes d'accord, vert. Avant, vous n'êtes pas d'accord, rouge. Reconnu depuis 1990 par la Cour de cassation. Donc, c'est vrai qu'en France, c'est par étapes. Hein.
En France, je dis en France, je suis née en France. Hein. C'est par étapes, c'est-à-dire que c'est reconnu, mais après, parfois, pour que ça soit mis en place, il faut un petit peu de temps. Donc, il faut se dire quand même que c'est reconnu depuis 1990 par la Cour de cassation, puis inscrit dans le Code pénal en 2006. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a eu quand même des avancées. Vous imaginez, avant 1990, ça veut dire que quand on était marié, on ne pouvait pas dire qu'on potentiellement on aurait pu être violé. Aujourd'hui, pour moi, c'est une avancée, mais phénoménale, puisqu'aujourd'hui, on peut le dire. C'est pas parce qu'on est marié qu'on doit souffrir. Je vous passe la source parce que je vous l'ai déjà donnée. 6e question, avant-dernière. Les jeunes femmes, 18-24 ans, comme moi, sont la tranche d'âge la plus exposée aux violences sexuelles. Vrai ou faux? Je vois beaucoup de verts et en fait, effectivement, oui. C'est lié aux réseaux sociaux et aux soirées aussi d'étudiants. Et c'est, alors, la source, parce que j'aime bien les sources, c'est la lettre de l'Observatoire national des violences faites aux femmes, mars 2024, mais qui a été en plus modifiée en 2025. Donc, c'est des sources qui sont vraiment fiables. Donc, ça veut dire qu'en réalité, quand je préparais mon petit questionnaire, je me disais, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Est-ce qu'il faut sensibiliser les ados, du coup, il faut forcer sur les ados? Mais en fait, non. Il faut sensibiliser dès qu'on peut. Dès le plus jeune âge, il faut sensibiliser parce qu'on voit bien que ça a toujours un impact. Donc la prévention, elle commence dès qu'on peut. Dernière question. Je suis dans le timing ou pas? Ouais. Dernière question sur le consentement. Est-ce que le consentement, c'est simplement ne pas dire non? Vrai, carton vert. Faux, carton rouge. Ouais. Je suis contente de ne pas avoir de vert. Et en fait, le consentement, Coco, c'est quoi? Eh bien, il peut être révocable. Ça veut dire que n'importe quelle femme, à n'importe quel moment, peut retirer son consentement. Même avant le rapport, même si elle a initié le rapport. Elle peut dire non. Le consentement, c'est quoi, Karine? Deux choses à la fois. Mais elle est préalable. C'est-à-dire préalable, mais surtout, ce qui est très important dans ce petit papier, c'est donner à chaque acte. C'est pas parce qu'on a donné le consentement une fois que ça prévaut toutes les autres fois. C'est ça. Lamia, c'est quoi le consentement? Le consentement doit être libre et éclairé. Par exemple, une personne sous l'emprise de l'alcool n'a pas le discernement nécessaire pour donner un consentement libre et éclairé. Une personne faisant l'objet de menaces ne peut pas donner son consentement de manière libre et éclairée. Christelle, le consentement, c'est quoi? C'est spécifique pour chaque acte. Pour chaque acte. À chaque fois, j'ai besoin d'avoir un oui. Merci. Merci à tout le monde. Donc, merci pour votre participation à ce quiz. Franchement, ce quiz permet de nous rappeler que chaque chiffre, chaque statistique, chaque loi, c'est un parcours. C'est une manière de sensibiliser encore, d'orienter et d'accompagner la personne pour qu'elle puisse, elle, enfin, se libérer de ces violences, quelle que soit la violence. Aujourd'hui, merci Sandrine, on le fait au quotidien avec nos formations et on va attaquer les entreprises. Parce qu'en fait, c'est important aussi qu'on aille dans les entreprises. Merci. J'espère que ce quiz vous permettra aussi de vous dire que vous avez aussi des actions concrètes à mener aussi au sein de vos collectivités, de vos entreprises. Donc, allez-y, foncez. N'attendez pas, parce qu'il y a quelqu'un qui attend derrière la porte et qui attend vos conseils, vos orientations et vos gestes les plus simples. Parce que, attention, je ne dis pas que tout le monde peut accompagner, tout le monde ne peut pas donner la bonne réponse, mais tout le monde peut orienter et tout le monde peut être sensibilisé. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et oui, parce que les violences ne s'arrêtent pas à la porte de l'entreprise.
Donc c'est important effectivement que chacun puisse agir. On a parlé aussi beaucoup des enfants, des violences faites aux enfants. Beaucoup de femmes victimes de violences sont des mamans. Et surtout, ce qu'il y a aussi, c'est que les violences ne s'arrêtent pas forcément à la séparation. Je disais toujours que moi, j'avais vécu 4 ans de violence conjugale, parce que c'est le temps que j'ai vécu avec mon ex-mari. Cependant, les violences ont perduré en fait 21 ans. Et si je suis tout à fait honnête avec vous, et je le suis, elles perdurent puisqu'il y a toujours des violences économiques, vu que je suis bien seule aux besoins de mes enfants. La séparation est aussi une période à risque, où beaucoup de féminicides, malheureusement, ont lieu, quand on perd sa chose, puisque la femme n'est qu'une chose dans ces moments-là. Et surtout, c'est compliqué, et moi, ça a été clairement le cas. J'avais 3 enfants. Mes enfants, c'était la chose la plus importante, donc c'était très compliqué. Je voulais pas qu'ils soient privés de leur père. Moi-même, mon père est mort quand j'étais tout bébé, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué. J'ai grandi avec une blessure d'abandon assez importante, donc c'était très, très, très important pour moi. J'étais pas du tout carriériste à l'époque. Pour moi, ce qui était important, c'était mon mari, mes enfants, m'occuper de ma famille. C'était vraiment ça le plus important dans ma vie. Donc ça a été extrêmement compliqué. Et j'ai évidemment, comme beaucoup de mamans, beaucoup culpabilisé, d'autant plus avec mon expérience par le passé, de priver les enfants de leur père, etc. Et du coup, forcément, le lien, il est toujours maintenu parce qu'on est obligé de communiquer. Même si on n'en a pas envie, on est obligé pour les enfants, pour le bien. Et puis la justice dit toujours, un homme violent n'est pas forcément un mauvais père. Il faut dissocier le père de l'homme. Alors là, pas du tout. Hein. Un homme violent est très clairement un très très mauvais père. Très très mauvais père. Et je vous conseille d'ailleurs d'aller lire le chapitre 3 de mon livre « À eux d'avoir honte » où justement je vous explique tout ça. Donc en fait, il y a une application. Enfin moi à l'époque, j'aurais aimé pouvoir avoir quelque chose qui m'aide à border parce que le contrôle continuait, les insultes continuaient, la violence psychologique, morale continuait. Donc j'aurais très clairement aimé avoir une application comme Tiers. Je vous demande d'applaudir Eva Ngalé, la fondatrice de l'application Tiers, qui est une application de communication sécurisée créée en 2023 qui permet de reprendre un peu son pouvoir et de sécuriser les échanges. Et je suis extrêmement fière d'en être ambassadrice et d'être aux côtés d'Eva parce que là encore, une fois de plus, des histoires difficiles, on fait naître de très belles choses, on fait des choses plus grandes que soi et on donne ça à tout le monde en fait. Donc grâce à ça, Eva, elle aide énormément de personnes et j'en suis ravie. Merci Eva. Merci à toi Sandrine. Je me souviens la première fois qu'on s'est vus, on s'est fait un câlin parce qu'on était tellement heureuses de se rencontrer en vrai. On sait qu'on a vécu la même chose et c'est la première chose qu'on a fait, c'est se prendre dans les bras. Et je te remercie de m'avoir invitée. J'ai écrit un texte que j'ai jamais lu à voix haute, donc je vais vous le lire aujourd'hui. Ça parle de mon histoire et ça parle de pourquoi j'ai créé Tiers. Aujourd'hui, moi, des personnes dont je veux vous parler, c'est les victimes que je considère les plus abandonnées du monde. C'est celles qui n'ont pas d'hématome, c'est celles qui ont des blessures internes et des blessures qu'on ne voit pas. C'est celles qui reçoivent ce genre de messages. Je préviens qu'ils sont pas sympas s'il y a des personnes qui ne veulent pas entendre. Vous pouvez vous boucher les oreilles, mais c'est des messages qu'on m'a transférés. J'aime mes enfants contrairement à toi. Tu es le poison, tu es aliéné, déséquilibré. Regarde ta vie, tu n'as jamais été à la hauteur, dans aucun domaine, ça se voit aujourd'hui. Même avec 2 ans de recul, tu es vide. Tu es de la merde en sachet, épuise-toi avec ta justice de merde. Tout ce que tu me fais vivre, ce n'est rien à côté de ce qui t'attend. Je souhaite que tu souffres et que tu meurs, sale pute. Voilà ce qu'elles reçoivent. Moi, un jour, mon fils m'a dit « Maman, je suis un chevalier et je vais te sauver de papa. » Et en fait, c'était ces mots. Il avait 3 ans et c'était avant de se coucher. Et ces mots, ça a été mon déclic. À ce moment-là, je me suis dit « Mais il faut que tu partes, il faut que tu t'enfuis. » Parce que la violence, elle avait été toujours présente en fait sous ses yeux et il avait que 3 ans.
La violence, elle était longtemps psychologique, après elle était verbale et après elle était physique. Et en fait, mon fils, il la ressentait aussi, cette violence. Donc pour sortir de l'enfer, moi, ça m'a mis 1 an où je préparais tout en cachette. J'ai réglé des dettes que j'avais parce que j'étais aussi victime de violences économiques. J'ai fait un crédit, j'ai cherché un appartement, j'ai commencé à séparer nos affaires discrètement, à aller voir une assistante sociale, à en parler à mes amis, à mes parents, à mon frère, à mon fils. Et en fait, pendant 8 ans, j'avais pas parlé. J'avais pas parlé parce que j'avais peur des représailles, j'avais peur des jugements, j'avais peur qu'on me croie pas. Et en fait, j'ai réussi à en parler et aujourd'hui, je suis là et je suis vivante. Et il y avait plusieurs vérités dans ce qui se passait dans ma vie. Il y avait ce que les autres voyaient. Donc pendant 8 ans, j'étais une jeune femme heureuse, je réussissais mes études, j'avais des amis, une famille, un joli appartement, je faisais la fête, je voyageais, j'organisais des événements, j'étais amoureuse, j'étais une maman d'un super petit garçon, on souriait, on avait l'air d'une famille modèle. Et moi, ma vérité, c'est que je marchais en permanence sur des œufs. J'avais peur de rentrer chez moi. Je disais oui à chacune de ces demandes parce que j'avais peur de ces réactions. Chaque départ à l'école, c'était un chaos le matin. Mon fils vomissait de stress tous les matins, tellement c'était le bazar à la maison. Et ce que les autres voyaient, c'est que je quittais le père de mon enfant, que je gâchais 8 ans de vie commune, que je brisais une famille. Et moi, en fait, je m'étais enfin libérée. J'entamais vraiment mon chemin de reconstruction. J'ai réappris à m'aimer, à respirer, à renaître. Et la violence, malheureusement, elle ne s'est pas arrêtée avec la séparation. Elle s'est transformée dans les messages, dans les injonctions, dans le harcèlement. Et la vérité, c'est que j'ai porté plainte plus de 10 fois, que la majorité des plaintes ont été classées sans suite pour faute de preuves, que 5 ans plus tard, on me rappelait pour un appel et on me demande de me souvenir dans les détails les plus précis de choses que j'ai passé 5 ans à essayer d'oublier, et que même jugé coupable, lors de cet appel, il a été relaxé. La vérité, c'est que je dors toujours pas depuis des semaines parce que mon fils refait des crises d'angoisse, même 7 ans après la séparation. Que sans une routine très guidée, psy, méditation, sport, je peux vite retomber dans quelque chose qui est compliqué. Que je sursaute à chaque fois que je croise quelqu'un qui lui ressemble et que je passe plus de temps au téléphone avec mon avocate qu'avec mes amis. Et je voudrais encore vous dire plein de choses, mais pourtant j'avance. Et du coup, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai créé une application qui s'appelle Tiers. C'est la première application mobile qui est pensée comme un tiers de confiance digital, un espace de messagerie sécurisé et neutre pour échanger uniquement sur les enfants, sans menaces, sans insultes, sans harcèlement. Et l'application, elle permet aussi d'avoir des preuves si on a besoin d'aller porter plainte. Donc l'ambition de cette application, c'est vraiment de transformer toutes ces violences invisibles en traces juridiques, de filtrer les mots pour protéger les esprits, de permettre aux parents séparés d'exercer leur rôle sans se détruire. Et c'est surtout de protéger les enfants, on en a beaucoup parlé, de les maintenir à distance du conflit, de ne plus faire d'eux des messagers entre les 2 parents. Donc j'ai créé Tiers pour ouvrir la parole sur les conséquences de ces violences sur les enfants dans les foyers. Et ces derniers, malheureusement, ils sont souvent l'objet du chantage, le moyen de pression, le lien entre les 2 parents qu'on ne peut pas détruire. Donc avec Tiers, je crée, j'innove et je protège. Et les vérités qu'on voit ou qu'on ignore ou qu'on ne veut pas voir parce qu'elles sont trop dures, ce sont les vérités de milliers de personnes, de milliers de mamans victimes de violences conjugales chaque année et de leurs enfants. Et grâce à Tiers, aujourd'hui, voici une part des vérités qui existent. Voici ce que je reçois comme message maintenant des personnes qui utilisent l'application. Je vais vous en lire quelques-uns et après j'aurai terminé. J'ai reçu il n'y a pas longtemps « Bonjour Eva, je souhaitais simplement vous dire merci pour ce que vous faites. Votre courage, je vous suis depuis le début ou presque. Ancienne, pas tout à fait, complètement victime de violences conjugales, 10 ans de vie commune, 2 enfants et séparée depuis 8 ans. Votre discours, votre parcours et celui d'autres femmes m'inspirent. C'est grâce à vous que j'apprends depuis peu à prendre du recul et réfléchir sur la notion d'emprise, de prise de distance, lorsqu'on a des enfants avec un homme violent, y compris après la séparation. C'est grâce à vous si j'ai commencé à intégrer un groupe de parole et d'échange. C'est tellement rassurant de ne plus être seule à se battre.
C'est grâce à vous si aujourd'hui j'en parle plus ouvertement à mon entourage, avec beaucoup moins de honte, plus de force, de conviction et d'envie de partager pour faire comprendre la gravité de telles situations et que non, on ne reste pas parce qu'on aime être frappé, insulté ou humilié. Enfin, c'est grâce à vous si je ne me tais plus, si j'ose porter plainte, si je me permets de me confronter à des personnes et à leurs préjugés et si je refuse de plier face au père de mes enfants. Je souhaite tellement que les choses bougent, il est temps que les victimes soient soutenues sans honte, sans crainte, par l'entourage mais aussi la police et la justice. On en est encore loin, il y a encore beaucoup de choses à faire pour faire évoluer les mentalités. Merci vraiment de tout cœur de faire partie de ceux qui font bouger les choses, de faire bouger les lignes. J'ai reçu d'autres messages de mamans solo qui font partie du même groupe de parole qui me disent qu'elles arrivent mieux à respirer, rien que de savoir que les messages du coparent seront externalisés dans l'appli. Elles ne vont plus voir son numéro ou son nom dans leur SMS. Vraiment simple à utiliser. L'historique fait vraiment gagner du temps. J'en ai passé des nuits blanches à faire des captures d'écran. Une application qui devrait être d'intérêt public. Bravo pour votre travail. On est beaucoup à avoir essuyé ce type de messages violents et vous en avez fait une force, une application complète. C'est maintenant à chacun et chacune de relayer l'existence de votre application. Alors avec Thiers, mon entreprise, mon combat et mon projet de vie, j'espère contribuer à rendre cette vérité qui est encore trop invisible visible, à ce que la honte change de camp. Et à pouvoir dire un jour à toutes et celles et ceux qui vivent ça, entre vous et la violence, il y a Thiers. Merci beaucoup. Cette application, elle est juste merveilleuse. Elle permet vraiment de retrouver une liberté, une tranquillité. Donc franchement, bravo Eva pour tout ce que tu fais. J'aurais vraiment voulu l'avoir il y a 20 ans. Merci beaucoup. Alors, la violence, elle touche tout le monde, vous l'avez vu. Elle ne choisit pas forcément ses victimes. Parfois, il y a encore des clichés qui ont la vie dure, que les femmes victimes de violence, ce sont des femmes faibles, ce sont, voilà, ça va être les couches basses de la société, etc. Sauf que la violence, il n'y a pas d'auteur type, il n'y a pas de victime type non plus, et qu'elle touche toutes les femmes, sans distinction d'âge, de milieu ou de statut. Et elles peuvent même toucher les intouchables, celles qui incarnent le pouvoir. Elles aussi peuvent être victimes. Sandrine Josso, la députée de Loire-Atlantique, est malheureusement une preuve aussi de ça, qui a été elle-même agressée, qui a un parcours qui a été long, qui a été difficile. C'est jamais facile, mais là aussi, on peut transcender ces traumas et en faire une force. Elle en est l'exemple à travers son implication et son engagement contre la soumission chimique, en tant que notamment marraine de l'association M'endors pas, de Caroline Darian, et par sa proposition d'un amendement pour faire bouger les lignes sur ce fléau. Merci Sandrine, je te laisse la parole. Merci Sandrine, c'est la team des Sandrines ce soir. Ah. Et en plus, je suis née à Nantes, 44, Loire-Atlantique quand même. Ah ouais, encore un point commun. Ouais, super. Alors, il y a plein de choses à dire ce soir. Je crois que, en toute humilité, on a ici dans cette salle des personnes très fortes. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Fortes parce que elles ont réussi à trouver de l'énergie en elles encore, et elles en avaient plus beaucoup. Et elles ont quand même pu saisir cette énergie-là pour, quelque part, parfois, presque sublimer ce qui leur est arrivé. Je trouve que c'est quand même très puissant. Et pour ça, déjà, je suis admirative, tout simplement, de tout ce que vous avez réussi à faire avec toutes les souffrances, endurées, enfouies. Ça, c'est quand même très impressionnant. En tout cas, moi, je suis épatée parce que ce que j'ai entendu ce soir, c'est quelque chose
que je dirais de très, parfois très intimes. Vous nous avez fait part, je suis même émue quand je vous le dis, mais vous nous avez fait part de choses parfois qui ont été difficiles à révéler. Et de là, chacun d'entre nous, comme tu disais très bien, on peut aussi être un colibri, c'est vrai. Mais quelque part, est-ce que ça suffit ? Je pense que si on se rassemble, si on s'unit pour faire avancer les choses, si on arrive tous à se fédérer, on est capable de faire des grandes choses. Donc individuellement, chacun fait des très belles choses, mais je crois que la force, elle est surtout collective derrière. Et puis, après, il ne faut pas se mentir. Les violences, elles sont partout dans notre société. On a parlé des violences faites aux enfants, des violences sexuelles, des violences sexistes. Et quelque part, je vous avoue que moi, avant que ce sénateur mette cette drogue dans ce verre, avant que je vive cette soirée horrible où j'ai réussi à m'échapper au dernier moment avant de tomber entre les mains de ce prédateur-là, et bien écoutez, ce sénateur, moi c'était un ami que je connaissais depuis 10 ans. Et toutes les violences qu'on subit, toutes les formes, toutes les expressions, que ce soit le contrôle coercitif et tous les modes opératoires de ces prédateurs, finalement, eh bien, c'est surtout une histoire de confiance trahie, avant tout. Alors, continuons à nous battre, ça c'est important. Je dis souvent que même si on a de la colère, il faut savoir aussi la transformer en action. C'est pour ça que parfois il faut aussi être guerrière, guerrier, pacifique, parce que si on veut vraiment faire avancer ne serait-ce que la sécurité interpersonnelle, il faut aussi être capable de le faire dans des bonnes conditions. J'ai entendu parler de respect ce soir et de plein de jolies choses. En tout cas, une chose est sûre, ce soir, quand nous sommes arrivés dans cette salle, nous sommes arrivés dans une condition particulière selon la journée, selon notre histoire, selon nos espoirs. Et je pense que quelque chose a changé voilà, tout au long de cette soirée et qu'on ressort différent. Et avec cette énergie-là, eh bien, maintenant, on peut continuer à oser et aussi continuer à croire que cette solidarité entre nous, elle peut être aussi collective. Et les violences, effectivement, on arrivera à les vaincre grâce à la solidarité collective, mais il ne faut pas se mentir non plus. Il faudrait qu'au plus haut niveau de l'État, il y ait beaucoup plus de rythme entre finalement les politiques et l'empathie, parce qu'il y a des dissonances. Et c'est aussi ces dissonances qui font qu'aujourd'hui, on laisse ces sujets de côté, alors que si ils étaient priorisés, on serait tous un peu plus forts, on aurait tous un petit peu plus d'espoir, on aurait tous un petit peu plus confiance en nous-mêmes et entre nous. Et je crois que c'est ça, c'est surtout préserver le lien. En fait, lutter contre les violences, c'est finalement c'est favoriser l'amour et c'est favoriser la paix. Je vous remercie. Je te laisse le dernier mot. C'est pas le protocole, mais je trouve que le dernier mot, voilà. Et des fois, on peut aussi sortir du protocole parce que il faut aussi savoir sortir de sa zone de confort. Je crois que tu l'as fait ce soir. Toutes les personnes qui sont ici l'ont fait aussi. Donc, on peut s'applaudir et se dire que, eh bien, la force de continuer, voilà. On peut aussi la trouver tous ensemble. Exactement. Merci beaucoup. Et effectivement, c'est tous ensemble qu'on pourra faire des choses. Et justement, tu parlais, je te l'avais déjà dit, et je trouve ça assez rigolo parce que Sandrine, en latin, ça veut dire guerrier protecteur.
Donc voilà. Donc merci à tous d'avoir été là. Alors on espère, enfin en tout cas j'espère, hein, tout le monde on espère, c'est parler, se réunir, parler. Ok, c'est chouette, on fait des vidéos, on fait des photos, c'est chouette. Mais si c'est juste parler, juste faire des photos, ça ne sert pas énormément. Donc ce qui est important, c'est qu'il y a des vrais actes derrière, qu'il y a des synergies qui se créent. Tous ici, vous pouvez apporter quelque chose par votre travail, par vos compétences, par plein de choses. Tout le monde a quelque chose à faire pour justement pouvoir agir. Je voulais juste faire une petite parenthèse. Elle ne va pas apprécier, mais ce n'est pas grave. Je vais faire une petite parenthèse. Aujourd'hui, c'était important pour moi aussi, où voilà, j'ai dit des choses assez intimes, où ce n'est pas facile. Souvent, on me demande, mais Sandrine, ce n'est pas trop difficile de toujours parler de ta vie dans les livres, etc. Alors, c'est un sujet qui n'est pas simple. Hein. Ça ne m'amuse pas forcément de parler de ce que j'ai pu subir par le passé, en boucle, en boucle, en boucle. Mais c'est un mal qui est nécessaire pour montrer qu'on n'est pas victime à vie. Être victime, c'est un état à un moment donné, c'est un statut, un état donné, c'est pas un état à vitam aeternam. Et qu'aujourd'hui, je suis là, j'ai enlevé mes talons parce que j'avais mal aux pieds, donc je suis là, je suis bien ancrée, je suis droite et je suis forte, plus forte que jamais. Et je suis contente parce que dans la salle, il y a quelqu'un que j'aime énormément et je suis fière de pouvoir être droit debout, voilà, et qu'on puisse voir que maman et tout le monde regarde qui sont. Voilà. Donc c'était important aussi pour moi de montrer que on peut se relever et que après, même si on a été une maman plus bas que terre, si on a été une maman très abîmée, si on a été une maman extrêmement abîmée, on peut aussi redevenir une maman très forte sur qui on peut s'appuyer. Donc voilà, c'était important pour moi de le dire. Merci à tous.